Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial qui pourrait bien transformer votre approche de l'investissement immobilier. En effet, que vous soyez un investisseur débutant ou un expert aguerri, les secrets que nous allons partager pourraient faire toute la différence dans votre parcours. L'immobilier est un domaine vaste et complexe, mais certains investisseurs semblent toujours réussir, quel que soit l'état du marché. Vous vous êtes déjà demandé comment ils font, quels sont leurs trucs et astuces pour maximiser leurs profits et minimiser les risques? Eh bien aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Jérémy Nabet pour répondre à toutes ces questions. Car oui, dans son podcast, il interroge de nombreux investisseurs immobiliers et va nous faire part de l'ensemble de leurs secrets. Et avant de commencer ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre la note de 5 étoiles. Vous le savez, cette note peut nous permettre de continuer à grandir et de continuer à vous offrir un contenu de qualité. En plus de ça, si vous nous écoutez et que vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Jérémy, j'ai l'honneur de t'accueillir. Tu m'as accueilli il n'y a pas longtemps sur ton podcast. Ça fait plaisir de t'avoir. Comment ça va ? Salut, ça va très bien, très content d'être là. Bon, super. Je te propose de te présenter, d'expliquer un peu qui t'es, d'où tu viens, pourquoi tu as lancé toi aussi une chaîne de podcast et quelle était ton expérience avant tout ça. Super, je m'appelle Jérémy Nabet. J'ai un podcast depuis 4 ans maintenant qui s'appelle Ça fait un bail, où j'interviewe les meilleurs investisseurs immobiliers de France. On a fait plus de 170 épisodes, 170 personnes différentes qui parlent de leur niche, de leur type d'investissement, de leur expérience. Donc ça commence à faire beaucoup de conseils et une belle communauté qui suit, 50 à 60 000 écoutes par mois. Et ça m'a permis de faire plein de choses, ce podcast. Ça a été un déclencheur pour énormément de choses. Je me suis lancé, j'avais un petit peu investi en immobilier, notamment dans des colocations. Et en fait, j'ai pu, grâce à ce podcast, lever de l'argent pour acheter un château avec la communauté. J'ai pu m'associer avec des gens qui étaient bien meilleurs que moi. J'ai pu générer des revenus hyper confortables avec le sponsoring. C'est devenu un side business qui est plus tellement side. C'est ton business. Aujourd'hui, c'est mon activité principale. Et voilà un peu mon profil podcasteur. Sinon, si je fais un pas en arrière, moi, j'ai grandi dans le 77. Famille assez modeste avec des parents qui bossent quand même dans le bâtiment. Donc, mon père était plombier. Tu étais déjà lié à l'immobilier un petit peu. J'avais déjà un peu les pieds dedans. Ma mère est polonaise, mon père est portugais, donc j'avais pas trop le choix que d'être dans l'immobilier et d'être lié en tout cas au bâtiment. Donc mais j'avais des petits jobs étudiants sur le chantier. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce. J'ai voulu un peu allier les deux. Mes parents qui faisaient de l'immobilier de manière hyper à l'ancienne, très peu de crédit, tout faire soi-même, etc. Très mal optimisé fiscalement. Et moi, quand je suis arrivé en école de commerce, j'ai découvert un peu ce monde-là où les parents de mes potes, ils avaient des holdings, ils avaient tout plein de choses qui permettaient d'optimiser. Ils faisaient rien eux-mêmes et ils développaient des patrimoines beaucoup plus importants. Et je me suis dit, ok, on va essayer de... Mon Unfair Advantage, c'est ça, c'est de venir du 77 où il y a des endroits chouettes pour investir, c'est d'avoir mon père qui fait des travaux et je vais essayer d'associer ça avec les connaissances que je développe. Et c'est un peu comme ça que je me suis lancé dans l'IMO. On le rappelle, ton podcast, c'est bien Ça fait un bail. C'est ça, parce que je suis passé là-bas, je crois que je le connais bien. Exactement, Ça fait un bail. Et ce podcast aujourd'hui, quand tu t'es lancé, c'était compliqué de le faire connaître ? Comment ça s'est passé au départ ? Alors, moi, je l'ai lancé vraiment parce que je manquais de contenu sur ce sujet. J'avais envie de rencontrer d'autres investisseurs. Je n'étais pas le plus à l'aise dans les soirées un peu mondaines ou investissement IMO. Je préfère être en one-one avec quelqu'un. Et je me suis dit, ok, je cherchais des podcasts. J'en ai écouté un qui était très sympa, mais qui s'était arrêté il y a 1 an, où il y avait genre 20 épisodes. Moi, j'en voulais plus. Je me suis dit, si je trouve pas le contenu que j'ai envie d'écouter, je vais le créer. Donc, j'ai commencé par envoyer des messages à des investisseurs IMO. Et ils ont très vite répondu oui. Ensuite, j'ai envoyé un message à Mathieu Stéphanie du podcast La Martingale, Génération Do It Yourself. Je lui ai dit que je lançais un podcast sur l'immobilier. Il m'a prêté ses bureaux pendant plus d'1 an, gratuitement. Donc parce que je vivais dans 11 mètres carrés à ce moment-là. Okay. Mais pas très loin justement des bureaux de Mathieu. Et c'est comme ça que ça a démarré, que j'ai eu mes premiers invités qui ont, eux, ramené leur communauté aussi sur le podcast. Et on a à un rythme de 5 à 10% de croissance par mois. On a fait grandir ce podcast jusqu'à devenir le premier podcast IMO en France. Ouais, donc je le rappelle, le premier podcast IMO, c'est Ça fait un bail. Et c'est un super podcast pour ceux qui veulent développer leurs compétences et leurs connaissances sur un podcast IMO. Je pense que c'est le bon podcast. On en parle aussi sur notre chaîne, mais nous, c'est un peu plus global. C'est la gestion de patrimoine d'un point de vue général. Là, c'est trop sympa. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au concret. Tu as parlé du nombre d'investisseurs que tu as rencontrés, à peu près 170, c'est ça ? J'ai reçu interviewer 170 personnes. En plus, j'essaye que les sujets soient différents à chaque fois. Donc, j'ai vraiment touché à plein de niches, le meublé, la colocation, et ensuite, après, plein de métiers spécifiques, tu vois, comment faire des bons travaux, à quoi sert le notaire,
J'ai reçu 2 ou 3 banquiers, j'ai reçu des avocats, ensuite j'ai reçu des investisseurs qui font des choses un peu entre l'immobilier et le business, tu vois, la laverie automatique, plein de choses qui permettent de faire des rendements hyper importants. Bon, voilà, officiellement sur de l'immobilier, tu fais 5 à 10% de renta. J'ai des investisseurs qui font 50% de renta sur leur projet parce que tu rajoutes des petites choses. Peut-être qu'on en parlera tu m'as demandé de préparer les 3 plus gros secrets. Exactement. Et il y a des choses qui permettent de vraiment booster ces chiffres. Et en dehors de ça, c'est aussi des personnes qui me mettent en relation avec d'autres. Donc si je rajoute ceux que j'ai eu au téléphone, en off, sur des événements, parce que je suis invité maintenant régulièrement sur ces événements auxquels je participais pas, mais maintenant je suis invité pour parler, pour discuter, pour les promouvoir parfois. Je pense que ça fait, tu peux rajouter au moins 500 investisseurs de plus, quoi. C'est bien parce que tu viens aujourd'hui pour nous livrer tes 3 secrets que t'ont dit les investisseurs. Voilà. Donc c'est bien, c'est un résumé un peu de tout ça, de toutes les rencontres que tu as fait. En 20 minutes, c'est parfait. Exactement. Et bien ce que je te propose déjà, c'est de nous faire un petit point IMO. Quand même, aujourd'hui, on le sait, le secteur de l'IMO, on parle que de ça dans la presse, c'est dans le rouge. Le neuf est totalement dans le rouge, même dans le noir, j'ai envie de dire. Et l'ancien n'est pas dans le rouge, mais pas loin. Donc on a quand même des baisses qui sont conséquentes sur les marchés de l'immobilier. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et si tu peux nous refaire un rappel un peu de ce qui a pu amener ça. On sait qu'il y a eu la hausse des taux, il y a eu pas mal de réglementations. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue investisseur aujourd'hui? C'est plutôt une crise ou c'est plutôt une source d'opportunité? Comment tu vois ça? Ouais, écoute, je dirais que je suis très peu les actualités IMO. Je trouve que c'est hyper confusant. J'ai le sentiment que ça n'a jamais aidé personne sur mon podcast à faire des bonnes décisions. On n'est pas là, vaut mieux. Enfin, il y a des choses à regarder, les chiffres par exemple de l'INSEE, de démographie dans une ville pour voir comment très localement elle va se comporter et est-ce que ça vaut le coup d'investir dans cette ville-là. Maintenant, avoir des chiffres globaux sur le monde ou l'Europe ou la France, je trouve que ça aide pas beaucoup à choisir son type d'investissement ou à décider d'investir ou pas. Il y a un truc qui joue en ta faveur en immobilier et même en investissement, et je pense que tu en as probablement parlé dans tes autres épisodes, c'est le temps. Donc s'il y a un moment pour investir, on dit souvent le meilleur moment pour investir c'était hier, voilà. Deuxième meilleur c'est maintenant. Et finalement tu peux discuter, analyser la macroéconomie pendant 1 an, tu verras que le temps que tu as perdu c'est 1 an, le pourcentage de rendement que tu auras perdu, jamais il pourra être contrebalancé par des analyses farfelues que tu aurais fait grâce à des titres de presse, quoi. Donc premièrement je suis pas beaucoup cette partie-là. Maintenant, si on parle d'un point de vue un peu plus global, général de ce qu'on voit, on voit que les prix de l'immobilier, ils ont baissé, en effet, que c'est pas non plus flagrant, que les lieux un peu premium, ils sont toujours assez hauts. Un de mes avis, par exemple, c'est que les beaux quartiers parisiens, ils vont continuer à augmenter et que ceux qui sont à 15 000 aujourd'hui, ils seront à 30 000 du mètre dans 10 ans. Un beau pari. Écoute là, fais gaffe, tu peux m'enregistrer. Et en fait, c'est des biens de luxe. C'est petit Paris, quoi. Ça fait 10 km sur 10 km. Tu fais le tour en vélo en 1 heure, alors que Londres fait 5 fois ou 10 fois plus. Les gens ont envie de s'offrir un petit bout de Paris. Il y a de ça 2 ans, il y a eu la folie des NFT. Il y a des gens qui achetaient de l'immobilier digital en ligne pour plusieurs millions. Moi, je veux pas croire qu'une vue Tour Eiffel, ça perde de la valeur, tu vois. Je pense que c'est un bien de luxe qui descendra pas. Mais on s'écarte un peu du sujet. Donc, il y a des prix qui ont diminué. Typiquement, alors sur le bureau, ça a été proche de Paris, en banlieue parisienne, que c'est beaucoup descendu. Sur le résidentiel, j'ai l'impression que les villes qui sont assez mal connectées ont pris un coup aussi. Là où les villes qui sont bien connectées et pas très loin d'autres grandes villes se sont maintenues ou ont continué à grandir. Parce qu'avec la crise, elle est venue avec le Covid, qui a aussi engagé plus de télétravail. Donc, des gens qui acceptent de travailler plus loin de Paris, plus loin et de vivre un peu plus loin, avec plus de jardins, ils se sont sentis enfermés, etc. Donc, il y a eu un impact. Il y a des taux qui ont augmenté. Ça a été le premier critère aujourd'hui qui fait que ces prix sont un peu descendus. En fait, on est vraiment... Il n'y a plus personne qui bouge, quoi. Il y a de l'immobilisme qui a été créé. Ouais, l'attentisme, l'immobilisme. Exactement. En fait, aujourd'hui, si tu as investi, que tu as acheté à 1 ou 2%, que tu as un prêt, qu'on t'a prêté 200 000 euros à 1%, tu n'as aucun intérêt à vendre ta maison pour aller en racheter une avec un taux à 4%. Surtout quand en ce moment, on peut placer de l'argent à 4 ou 5% de manière garantie. De manière très facile. Et très facile. Ça serait complètement débile de le faire. Donc, c'est normal que les gens ne veuillent pas vendre à n'importe quel prix. Du coup, tu as des agents immobiliers qui se battent pour essayer de faire descendre certains vendeurs et qui ont du mal parce qu'ils ont ça derrière.
et ils savent que ça sera très compliqué. Les opportunités qu'ils sont allés chercher, c'est sur des personnes qui n'ont pas le choix. Il y a des gens qui se séparent, il y a des gens qui sont mutés. Ou en cas de décès, principalement. Des décès, des héritages, etc. Sur ces sujets-là, c'est décorrélé de toutes ces choses-là. Et là, pour le coup, vu que le marché est un peu morose, il est possible de faire des belles opérations, notamment en ayant les bonnes informations, en connaissant des agents immobiliers, des notaires, en ayant un réseau dans l'immobilier qui soit bien développé et en étant bon en négociation. On arrive à avoir des prix qui sont peut-être 15-20% en dessous de ce qui est affiché ou de ce qui pouvait exister il y a quelques mois. Et ça, voilà, c'est hyper important. Bien acheter dans l'immobilier, c'est ta parade contre tous les risques, même le risque de bulle. Une bulle IMO, historiquement, quand ça explose, il y a eu différentes bulles, mais c'est très rare que ça fasse moins de 20%, ça fasse moins 30 ou moins 40%. Ça fait moins 15, moins 20. Si de toute façon, tu as acheté à moins 15 ou moins 20, tu t'es déjà protégé contre ça. Ouais, tout à fait. Et moi, c'est ça que je recommande aujourd'hui dans cette situation, quoi. Ouais, donc source d'opportunités, comme à chaque fois. Et puis j'ai envie de dire aussi, pour te compléter, sur le marché de la location, on a énormément de demandes. Au contraire, il y a tellement peu d'offres sur le marché que la demande est très forte. Et pour les investisseurs locatifs, c'est toujours intéressant. On va passer au sujet principal. Quels sont les 3 secrets que tu peux nous livrer aujourd'hui des meilleurs investisseurs immobiliers que tu as pu entendre? Ou j'ai envie de dire les 3 secrets qui reviennent le plus souvent. Les personnes, qu'est-ce qu'elles te disent concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai toujours entendu les 3 secrets, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu penses du reste? Écoute, je me suis posé la question, du coup, j'étais sur le chemin en venant et je me suis dit, ok, j'ai certes des conseils sur l'immobilier, je peux en donner plein, mais j'avais envie de trouver des choses qui, justement, qu'on entendait rarement, tu vois, qui se disaient pas, qui se disaient un peu off micro, et pour essayer d'avoir vraiment un truc qui ressemble vraiment à un secret dans sa définition, tu vois. Nickel. En fait, on parle beaucoup d'immobilier passif, d'investissement passif, etc. Et je pense que le secret, si on fait une analyse de tous les profils qui sont passés sur Ça fait un bail, c'est que ce qui fonctionne, parce que tu parles des meilleurs investissements sur IMO, et après, quelle est la définition? Mais est-ce que c'est ceux qui font la meilleure renta? C'est ceux qui deviennent libres financièrement le plus rapidement possible? Si c'est ça, c'est ceux qui font pas d'immobilier passif, ils font de l'immobilier actif. Donc ils font ça de leur métier, tu veux dire, où ils passent leur temps là-dedans? Exactement, ils vont investir du temps, ils vont voir l'immobilier comme un business et non pas comme un placement ou un investissement, et ils vont essayer d'apporter un rendement qui est entrepreneurial. Ok. C'est je pense, le truc qui fait les parcours les plus impressionnants que j'ai reçus sur le podcast. Quand je reçois Alexandre Martucci qui me parle de Sovilla, il était organisateur de VG, il a organisé plein d'enterrements de vie de garçons et de VJF. Et à un moment, il s'est dit, attends, en fait, moi, je loue des baraques, une fortune. Les gens qui sont en train de gagner de l'argent là dans cette histoire, c'est ceux à qui je loue les baraques. Je vais acheter des maisons, je vais les faire parfaites pour qu'elles soient adaptées à cet usage-là. Cet usage, c'était, elles peuvent être quasiment démolies, on va pouvoir les réhabiliter facilement. Il n'y a pas de voisins à moins d'1 kilomètre. Il y a des grands espaces, il y a un city de foot dans le jardin, une piscine et des consoles, des flippers, des billards, etc. à l'intérieur. Il a fait ça, il fait des investissements à plusieurs dizaines de pourcents de rentabilité. Il a acheté 36 villas et là il est passé à une étape incroyable. Et en plus il s'éclate sur son truc, tu vois. Ouais, donc le premier secret selon toi, c'est être actif dans l'immobilier et non pas passif en termes d'investissement. C'est ça. Si tu veux faire partie des meilleurs dans l'investissement immobilier, t'as pas le choix en fait. Il faut que tu t'intéresses au truc. Il faut que ça devienne ton entreprise, une de tes passions, une deuxième entreprise, de ta passion. Exactement, parce que c'est comme dans n'importe quel sujet, je pense. Si tu as envie de devenir un très bon marchand de montres, forme-toi sur l'horlogerie, apprends sur ces différentes marques, sur ces différents modèles, pour pouvoir identifier une fois de temps en temps à une enchère le bon modèle qui est en dessous du prix et que tu vas trouver. Si tu fais pas ça, tu seras un investisseur immobilier. C'est déjà bien, mais tu ne seras pas dans les meilleurs investisseurs immobiliers. Déjà, c'est un très beau secret. Sincèrement, c'est vrai que je ne l'ai jamais entendu. Donc, c'est déjà top, c'est-à-dire de passer actif à la place du passif. Je n'avais jamais fait la différence entre les deux et je trouve ça intéressant de ton point de vue. Un deuxième, je te challenge. Le deuxième, et c'est un qui peut être vu comme un secret aussi parce que, par exemple, les formateurs immobiliers, et puis il ne faut pas se le cacher, la plupart des gens qui créent du contenu sur l'immobilier, sur les réseaux sociaux, ils ont un truc à te vendre derrière. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est toujours un peu biaisé. Moi, j'aime dire que pour le moment, j'ai pas encore lancé ma formation IMO, donc je suis pas biaisé. Et du coup, je donne la parole à tout le monde. J'espère que si t'en fais une, elle sera quali, très quali. A priori, si je la fais pas jusqu'à aujourd'hui, c'est que je suis pas sûr de pouvoir faire le meilleur truc qui existe sur le marché, donc je le fais pas. Okay. Et je vis autrement, et ça me permet aussi de
me positionner comme une personne qui a rien à vendre. Exactement. Et ça me va bien et je pense que les gens apprécient ça. C'est un très beau positionnement. Et du coup, jusqu'à un jour, il faudra que je gagne de l'argent. Exactement. Ton podcast te permet de te rémunérer un peu, heureusement. Ça va. Il y a des sponsors quand même, j'abuse. Écoute, ce deuxième du coup secret que les influenceurs IMO donnent très peu, c'est qu'il faut aller chercher son unfair advantage. Il y a un truc, je suis convaincu, toi qui écoutes derrière ces écouteurs, qu'il y a un truc dans ta vie qui fait que ce type d'investissement-là, tu as plus de chances que les autres de pouvoir le faire. Et ça, les formateurs IMO, ils te le disent pas, parce que si eux, ils te disent que leur unfair advantage, c'était que leur père, il avait 2 millions d'euros de patrimoine et qu'il leur a fait une donation de 400 000 euros, il y a personne qui ira suivre leur méthode parce que c'est pas trop transposable. S'ils disent que leur père, il était notaire, ou que leur oncle, il avait une entreprise de BTP pour faire tous les travaux, et pareil, les gens vont pas être convaincus. Donc ils viennent toujours d'un milieu modeste, ils ont toujours tout construit eux-mêmes, avec leurs méthodes qu'ils ont construit eux, avec leurs techniques spécifiques, leurs trucs. La vérité, c'est que tout le monde a un unfair advantage. Moi, je peux te faire une liste de 40 unfair advantage différents, et tout le monde trouvera un ou deux, voire plus, qui correspondra à son profil. Peut-être que c'est une ville dans laquelle tu as vécu ou dans laquelle tu vis aujourd'hui, et tu as la chance de vivre dans une ville où tu peux faire des super rentas avec de la location nue classique. Peut-être que c'est un endroit où tu partais en vacances et qu'en fait, si tu compares un peu le prix de l'immobilier là-bas par rapport au prix que tes parents ils payaient quand ils t'y emmenaient quand tu avais 10 ans ou le prix que ça vaut aujourd'hui, en fait sur Airbnb, ces endroits-là, c'est hyper rentable. Et là, vu que tu connais bien la rue dans laquelle tu te baladais pour aller à la mer, c'est là ton unfair advantage aussi. Peut-être que moi j'en avais plusieurs. Mon père qui était artisan, j'ai le fait que j'avais fait des colloques dans le monde entier parce que dans mon précédent job, je passais de ville en ville et je voulais réduire au maximum mes coûts pour mettre le plus de côté possible. Donc j'ai fait des colloques de 7 personnes à Rio, de 15 personnes à San Francisco, de 3 personnes à Singapour. Et toutes ces colloques-là, ça m'a vraiment fait comprendre le besoin, tu vois. Donc je suis arrivé en France, je me suis dit, si je fais une coloc ici, je suis client en fait. Je suis sûr que ça va fonctionner, je sais exactement ce qu'il faut que j'offre. Ouais. Et ça, c'était mon unfair advantage. Donc voilà, le deuxième secret, c'est que la plupart des gens qui sont venus et qui ont fait des réussites incroyables, parce que là on parle que des meilleurs, ils avaient cet unfair advantage. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. En fait, quand t'en parlais, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai comme unfair advantage ? Et je réfléchissais, je me suis dit, en fait, c'est ma ville de Poitiers. J'ai investi à Poitiers, qui est tout le temps citée parmi les villes les plus rentables en France pour faire de l'investissement locatif, grâce notamment aux étudiants qui sont très nombreux et grâce à la location meublée qu'on peut faire grâce à la population étudiante. C'est vrai que quand tu réfléchis vraiment et que tu te pousses un peu plus loin, moi qui ai été investisseur immobilier, qui est plutôt bien réussi là-dessus, sur la partie immobilière, je suis conseiller en gestion de patrimoine, mais je fais aussi mes petites affaires à côté en termes de patrimoine financier et immobilier. C'est vrai que Poitiers a pu m'aider sur le fait d'investir dans l'immobilier. Donc tu vois, en réfléchissant un peu, je pense que tout le monde peut s'en trouver un, et peut-être que si vous en avez un, il faut l'utiliser au maximum et en profiter. Typiquement, les gens que j'ai rencontrés en école de commerce, j'étais à l'IESEG, à la Défense, c'est souvent des gens qui viennent de bonnes familles, c'est une école à 10 000 euros l'année. Donc c'est sûr que c'était assez rare, les personnes qui venaient du 77, qui prenaient le RER E comme moi tous les matins pour venir. Ils avaient cet unfair advantage d'avoir souvent un capital de départ qui était intéressant. Par contre, ils avaient un vrai désavantage, c'est que la plupart n'étaient jamais sortis de Paris. Et quand tu leur disais qu'il fallait investir à 1 heure de Paris, ils étaient là, ouais, mais comment tu vas louer Comment tu fais pour louer à Noisy-le-Grand ? En fait, il y a des gens qui te louent ton appartement. Je disais, oui, il y a des gens qui vivent à Noisy-le-Grand et qui louent des appartements. Ah non, moi, au maximum, j'investis à Vincennes, c'est le plus loin que je pourrais aller sur le RER A, tu vois. Ouais, donc, voilà. Et bon, c'est ce truc-là qu'il faut... Mais ils avaient aussi leur unfair advantage. Et ils avaient leur unfair advantage. Tout à fait. Exactement. Donc c'est vrai que chacun aura le sien. De ton côté, allez, je te challenge encore. Un troisième. Il m'en faut un troisième pour réussir mon épisode. Alors, je compte sur toi. Est-ce que tu en as un troisième que tu peux donner ? Alors, tu peux livrer. Le troisième secret qu'on peut trouver, pareil, un truc dont on a déjà parlé sur le podcast, mais que tout le monde dit pas, alors que je trouve que c'est vraiment le truc le plus important, c'est de sortir de chez soi. C'est d'arrêter de... Ça paraît logique, mais vas-y, développe. C'est pas si logique que ça, parce qu'en fait, les gens, ils écoutent mon podcast, ils écoutent 170 épisodes dans leur canapé ou dans les transports en allant au boulot. Après, ils scrollent le Bon Coin, ils regardent des annonces et machin, et ils attendent de trouver la pépite. Mais en fait, la pépite, elle n'existe pas. La pépite, il faut la créer. Et pour la créer, il faut aller en visite, rencontrer des agents immobiliers, bien s'entendre avec eux. Et quand je dis bien s'entendre, c'est que... Développer la relation, c'est du réseau. Développer une relation et que la relation, elle fasse que
à la fin, il a confiance en toi, il a envie de te revoir, il a envie de faire du business avec toi. Et quand il aura un bien qui est intéressant, avant de le lister sur la plateforme, là, il va t'en parler. Ou quand il va lister un bien à 160 000 euros et il va dire ouais, j'arrive pas à le vendre, mais en même temps, je suis un peu con, j'ai pas mis les combles au-dessus qui sont exploitables aussi et qui est une réserve foncière incroyable. Et là, c'est à toi qui va dire ça, tu vois. Et donc, tu vas découvrir les petits trucs qu'il faut découvrir, tu vois. Ouais. Sur le château qu'on a acheté, là, sur l'annonce, il n'y avait pas écrit qu'il y avait un moulin en ruine qui pouvait être reconstruit, qu'on pouvait mettre une turbine pour faire sa propre hydroélectricité, parce qu'il y a une rivière aussi sur le domaine. Tout ça, c'était même pas sur l'annonce, tu vois. Donc, en fait, il y a ce truc que tu vas chercher avec des rencontres. Donc, il y a des rencontres avec des agents immobiliers, mais il y a aussi des rencontres, tout simplement, qui vont te switch ton mindset, tu vois. C'est vrai, elle est horrible, cette phrase, avec plein d'anglicismes. Mais moi, je suis quelqu'un de un peu scolaire, tu vois. J'ai toujours pensé que, voilà, une fois que j'aurais la bonne méthode pour investir, machin, ça serait bon. C'est comme ça que je me suis lancé. Je connaissais tout, de la fiscalité, de machin. J'avais écouté 25 vidéos, pris des notes, etc. là-dessus. Le truc qui m'a fait investir, c'est qu'un jour, je me suis mis un coup de pied au cul. Je suis allé à une soirée du cercle de l'immobilier. Alors que, encore une fois, j'aime pas du tout ça. C'est vraiment pas un truc qui me plaisait. Je suis un peu sorti de ma zone de confort. Je me suis assis à ce bar et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé. Et ils m'ont dit, et toi, qu'est-ce que tu fais et tout? Je dis, moi, j'essaie d'acheter une colocation, machin, mais j'étais pas sûr de moi et tout. Et le mec qui était à côté de moi me dit, ah, mais c'est trop bien et tout, tu fais ça où? Je lui donne la ville, mais c'est génial en fait. Franchement, il y a un bon potentiel ici. Moi, j'en ai acheté 18 des colocations. Et franchement, moi, je continue là-dessus. T'es sur la bonne voie, vas-y, tu vois. Et donc, moi, je passe de mon père qui me dit, attention, c'est risqué. Mon oncle qui me dit, ah, les jeunes, ils vont te défoncer ton appartement en colocation. Ma mère qui me dit, t'es sûr, tu devrais pas plutôt passer plus de temps sur tes ventes, dans ton CDI, machin. Ou investir sur ton livret A. Ou investir sur mon livret A. Je rencontre des gens qui, eux, ont fait des trucs. Donc voilà, écouter des gens qui ont fait déjà les choses, plutôt que d'écouter des personnes qui n'ont jamais fait. En fait, on te donne des conseils en immobilier, tu dis, t'as fait quoi en immobilier? T'écoutes, s'il n'y a pas d'immobilier, tu passes, tu écoutes pas le conseil. Exactement. Et donc, moi, je pense que voilà, ce troisième secret, c'est les rencontres, que tu les aies fait avec des agents immobiliers, avec d'autres investisseurs. Le réseau. Le réseau, et parler et ne pas hésiter à se lancer et à prendre des vents aussi. Il y en a qui voudront rien dire, il y en a qui voudront vous partager leur histoire. Dès la première année en école de commerce, on parle de réseau, des alumni, etc. Et la vérité, c'est que j'ai passé 5 ans dans cette école en entendant ça et je comprenais pas ce que c'était. Et c'est que là, depuis l'année dernière, avec toutes ces rencontres que j'ai faites sur le podcast, surtout les invités finalement, et les opportunités que ça a créées, que j'ai compris ce que c'était le réseau et à quoi ça servait. Sur le château, je m'associe avec Martin Ménès, qui est le fondateur de Bivouac. Il fait 200 millions d'investissements pour ses clients. En fait, il est vraiment très très bien placé en immobilier, il connaît très très bien les choses. Il l'a fait personnellement surtout. Il l'a fait en plus personnellement. Et sans Martin, il n'y a pas de château, sans podcast et sans le réseau, il n'y a pas de château non plus, parce que l'investissement de départ, l'apport, c'est 33 invités du podcast qui l'ont mis avec moi aussi. Donc c'est vraiment là que je découvre ce truc-là et que je réalise ce que ça veut dire le réseau, quoi. Ouais, mais je comprends aussi, on commence à comprendre aussi de notre côté dans notre métier. De ton côté, pour finir ce podcast, Jérémy, si tu devais donner un seul conseil en tant qu'investisseur, ça serait lequel de ton côté? Et là, je parle bien de toi, je parle pas de quelqu'un d'autre. Le conseil que je donnerais, c'est de trouver ses propres indicateurs. En fait, là, on parle de chiffres, de patrimoine, de rentabilité, mais je pense que c'est pas les seuls indicateurs qui sont importants. Et moi, j'ai un associé qui s'appelle Xavier, qui a un podcast qui s'appelle The Big Shift sur l'écologie, par exemple. En ce moment, il veut investir. Et ces indicateurs à lui de réussite sont pas du tout les mêmes que les miens. Et ils sont pas du tout les mêmes que le voisin aussi. Ou que les miens. Exactement. Et en fait, il y a des indicateurs auxquels on pense pas forcément, mais qui peuvent avoir beaucoup de sens. Et moi, je les ai découverts en faisant un peu d'introspection sur moi-même par la suite. Mon premier bien, je l'ai fait à côté d'où habitait mon père, parce qu'évidemment, il pouvait me donner un coup de main. Mais c'était aussi pour passer du temps avec mon père, par exemple. Je passais 2 mois, 3 mois, tous les jours avec mon père. Et c'était un kiff absolu. Il m'a appris, c'est un vrai génie de ses mains. Il est très très fort pour faire des travaux. Donc il m'a appris ces trucs-là. Et moi j'avais envie d'apprendre ça. Et en fait cet indicateur-là, il n'est pas sur le business plan. Pas du tout. Mais il a trop de valeur en fait. Mais je connais un ami aussi qui a fait ça. Effectivement, c'est une valeur qui est inestimable. C'est inestimable. Mon associé Xavier, il est fan d'escalade. Là, il regarde pour faire un Airbnb à côté d'un spot d'escalade où il va pouvoir foutre le matos, rencontrer des gens qui adorent l'escalade aussi,
il va pouvoir lui aussi y aller une fois de temps en temps. Ça, pareil, c'est pas. Et en plus, il est hyper impliqué au niveau écologie, donc il veut une maison qui soit en DPE-F, G, qui va pouvoir rénover et faire. Et tous ces indicateurs-là, ça crée vraiment une unicité de ton projet, et ça fait qu'en fait, à la fin, un projet à 3% peut être un super projet pour quelqu'un, quand un projet à 10% peut être un très mauvais pour l'autre. Donc voilà, trouvez vos indicateurs, les trucs qui sont importants pour vous, et c'est pas forcément financier. Et une fois que vous l'avez bien identifié, ça va vous permettre de trouver la niche qui vous convient pour investir en IMO. Eh bien Jérémy, je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses. Avec je pense plaisir. que c'est des réponses que je n'ai jamais eues sur ce podcast, donc ça fait plaisir aussi d'avoir un nouvel échange avec toi. Puis on sera réamené sûrement à discuter, à rééchanger sur plein de sujets. Donc merci encore et puis à bientôt. Merci à toi, ciao. Et si vous avez apprécié ce contenu et cet épisode spécial avec Jérémy Nabé, alors n'hésitez surtout pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, vous le savez, cette note peut nous aider grandement à continuer à créer du contenu de qualité et à augmenter notre visibilité. Bien sûr, si vous nous écoutez et que vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aller écouter notre épisode 68, premier achat immobilier, doit-on choisir la résidence principale ou l'investissement locatif ?